Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Valérie et ben, je suis... moi je vais vous parler de René Goblet. Alors comme vous voyez, la sépulture que je vous présente est quand même en moins bon état que les deux précédentes et je vous expliquerai pourquoi. Voilà. Mon petit topo sur René Goblet, en fait, je vais vous le présenter en trois parties. La première partie, ce sera une succincte biographie de René Goblet. Ensuite, je vais vous parler de la loi Goblet, donc, qui porte son nom. Et enfin, je vous parlerai de cette sépulture, qui est en triste état. Je mets mes lunettes parce que j'y vois rien. Donc René Goblet est né en 1828 à Aire-sur-la-Lys, qui est dans le Pas-de-Calais. Il fait ses études au lycée de Douai et bachelier en 1845. Puis il part faire des études de droit à Paris. Mais en 1850, il quitte Paris et s'inscrit comme avocat au barreau d'Amiens. Vers 1860, il s'engage en politique. De conviction républicaine, il fut opposant au Second Empire. Et d'ailleurs, à l'époque, sous le Second Empire, il a refusé plusieurs postes de magistrat, la magistrature, pour ne pas avoir prêté serment à Napoléon III. Alors, il a été longtemps célibataire et il épousa en 1864 Delphine Courojol. Son nom apparaît, je vous en parlerai tout à l'heure. C'était la fille d'un directeur des postes de la Somme. Ils n'eurent pas d'enfants et ils habitaient 10 rue Mazagran à Amiens. Alors cette rue existe toujours, mais elle s'appelle la rue Georges-Antoine. En fait, quand vous voyez le boulevard Belfort qui va vers la gare, en descendant vers la gare, c'est une toute petite rue qui est perpendiculaire au boulevard Belfort. Quand vous descendez vers la gare, c'est sur la gauche. Alors j'y suis allée, donc la rue existe toujours, elle a changé de nom, mais la maison n'existe plus. C'est un immeuble affreux en fait maintenant. Donc voilà, il n'y a plus sa maison, mais il habitait là. En 1869, il fonde donc avec Frédéric Petit et Jules Lardière le Progrès de la Somme. Tu nous en as parlé tout à l'heure. Alors le journal se proclame donc radical et libre penseur. Il paraît pour la première fois le dimanche 16 mai 1869. En 1870, il devient procureur général à Amiens. En 1871, il est élu député de la Somme et il siège à gauche. Et en 1871 aussi, pour toutes ces recherches, je suis allée aux archives départementales en fait. Et il est mentionné dans les archives départementales qu'en 1871, René Goblet a défendu un communard devant un conseil de guerre. Alors j'ai fait plein de recherches pour l'identifier, ce communard, et puis savoir s'il en avait défendu d'autres, et quelle était l'issue du procès. Et en fait, des informations que j'ai trouvées, tout ce qui concerne les archives des conseils de guerre, en fait, ne sont pas dans les archives départementales, ni nationales, ni municipales. Elles sont au château de Vincennes. En fait, ce sont des archives militaires et on peut les consulter, mais il faut faire une demande au château de Vincennes, en fait. Par contre, je peux vous donner ce qui s'est passé là pendant la commune, pendant 4 ans par rapport au conseil de guerre. Donc pendant 4 ans, il y a eu 24 conseils de guerre. Environ 2500 acquittements, 23 000 non-lieux, 93 personnes exécutées, 250 condamnés aux travaux forcés, plusieurs milliers déportés en Nouvelle-Calédonie, dont pour beaucoup sont décédés, 4500 condamnations à la réclusion et environ 3000 condamnations par contumace pour les communards qui avaient réussi à quitter la France. Donc ça, c'était pendant la période de la Commune. Ensuite, de 1876 à 1879, René Goblet est maire d'Amiens. Et comme beaucoup de maires d'Amiens, son nom figure, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, dans la mairie d'Amiens, il y a la table des marbres et voilà, son nom y figure. En 1882, il est ministre de l'Intérieur.
En 1885, il est ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes. Alors, il y a ces trois fonctions, mais en fait, c'est pas qu'il est, il est ministre de ces trois, c'est pas trois ministères en fait. À l'époque, quand on était ministre de l'Instruction publique, en fait, ben, on était aussi des cultes et puis des beaux-arts. C'était un tout, quoi. Vous aviez tout en fonction. Alors, il fait adopter par le Sénat à cette époque, en 1886, la loi qui porte son nom, la loi Goblet, connue pour la laïcisation du personnel enseignant. Donc ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. En 1888, il est ministre des Affaires étrangères. En 1889, il est battu aux élections législatives à Amiens, mais il sera sénateur de la Seine en 1891, puis député jusqu'en 1898. Alors en 1898, une anecdote, ça s'est passé à la cour d'appel d'Amiens et René Goblet a été très chaleureusement applaudi pour l'acquittement de Louise Ménard. C'était une jeune femme qui avait été accusée de vol parce qu'elle était affamée. Et donc elle a été acquittée et ce fut sa dernière plaidoirie en tant qu'avocat. Alors pour le décrire, René Goblet, alors j'ai trouvé, voilà, si vous voulez savoir à quoi il ressemble, voilà, il ressemblait à ça. Alors cette photo, elle date de 1882 quand il était ministre de l'Intérieur en fait. Voilà. Alors, donc, pour le décrire, René Goblet, alors, il était de petite taille, on dit de petite taille, en effet, il faisait 1,56 m, donc pas très grand. Il était très véhément. Goblet se caractérisait par une grande combativité. On le dépeint colérique, irritable, mais on loue aussi sa noblesse de caractère. Lui-même se définissait, et je le cite, le colérique Picard. Il était athée et clairement laïque. Il meurt à Paris en 1905 à 77 ans. Alors il voulait des obsèques, je le cite, simples et purement civiles. Au conseil municipal du 13 décembre 1905, on lut une lettre de sa veuve, remerciant la municipalité pour le nom du défunt donné à la place Saint-Denis. Vous voyez la place René Goblet où elle est située, et avant la mort de René Goblet, en fait ça s'appelait la place Saint-Denis. Pourquoi la place Saint-Denis? Parce qu'avant cette place, il y avait en effet le cimetière Saint-Denis, qui, comme dans beaucoup de villes à l'époque, tous les cimetières, à Paris ça s'est fait aussi beaucoup, tous les cimetières des centres-villes, on les a enlevés pour mettre les sépultures aux extérieurs de la ville. Et c'est ce qui s'est passé pour le cimetière de la Madeleine. Beaucoup de sépultures du cimetière de la place Saint-Denis sont ici à la Madeleine maintenant. Donc sa veuve a remercié cet hommage en donnant le nom de son défunt mari à une place. Par contre, elle refusait absolument de cautionner un projet de monument. Hommage que ne voulait absolument pas René Goblet aussi, parce qu'il était d'une grande simplicité. Et pourtant, en 1907, Clémenceau est venu à Amiens pour inaugurer un monument pour un hommage posthume. Alors, ce monument, en fait, il n'est pas très loin de son lieu d'habitation, parce qu'il est boulevard de Belfort. Vous l'avez peut-être déjà vu. Ah, attendez, j'ai la photo, c'est celui-ci. Donc il est vraiment boulevard de Belfort. Alors il s'appelle La Conscience. En fait c'est une allégorie de la conscience qui est représentée par une femme qui est drapée d'une robe grecque. Alors du côté droit, elle est accoudée sur un mur, et de la main gauche elle tient une couronne de lierre. Et ici sur le socle, vous avez un médaillon avec un portrait de René Goblet. Et alors normalement, à l'origine, en dessous, on voit, il y a comme encore quelques gravures, mais vraiment, tous les écritures se sont effacées, c'est dommage. Et donc il y avait un hommage, certainement, qu'on lui donnait, mais en fait, ils ont simplement restauré, on voit juste René Goblet,
mais tout ce qui était écrit en dessous, on n'y voit plus rien en fait. Alors cette sculpture, elle a été faite par un sculpteur qui s'appelle Jacques Perrin, qui est assez connu pour plusieurs sculptures très célèbres, dont je ne vais pas toutes les vous énumérer, mais peut-être une quand même très célèbre, c'est celle de Condorcet, qui se trouve quai Conti. Alors le quai Conti, c'est sur la rive gauche de la Seine. Et donc c'est une sculpture, je vais vous la montrer, c'est celle-ci, de Condorcet. Si un jour vous êtes sur la rive gauche, c'est vers le Saint-Michel par là. Hein. Allez la voir, elle est superbe. Voilà. Donc cette sculpture, elle a été faite par Jacques Perrin. C'était en 1894. C'était pour fêter le centenaire de la mort de Condorcet, hein, que, comme vous le savez, est mort pendant la Révolution. On ne sait pas trop comment. Il a été emprisonné et il est mort en 1794. Et cette superbe sculpture, en fait, en 1942, elle a été envoyée à la fonte pendant le régime de Vichy. Voilà. Et en 1989, pour le bicentenaire de la Révolution, ils l'ont refaite à l'identique. Donc celle que vous voyez actuellement, c'est celle non pas de 1894, mais de 1989, mais refaite à l'identique. Voilà, en hommage à Condorcet. Donc près du terme de sa vie, Goblet, en se confiant à ses amis, paraissait très sceptique sur sa postérité. Et pourtant, Charles Dubois, qui était un ami à lui, au moment où Charles Dubois était candidat aux élections sénatoriales de 1900 dans la Somme, et se réclamant fièrement de Goblet, l'avait qualifié d'illustre. Et Goblet lui avait répondu, donc je cite René Goblet: « Si j'ai été illustre, c'était sans doute par les nombreuses défaites que j'ai subies dans la Somme et ailleurs. Je pense qu'on s'en souviendra plus que de mes discours qui n'ont jamais produit grand résultat, sauf peut-être ceux que j'ai prononcés au Sénat sur la laïcité du personnel enseignant. » Et donc, je passe donc à la loi René Goblet qui parle de la laïcisation du personnel enseignant. Donc cette loi Goblet, c'est vrai que en fait, on connaît Goblet, c'est vrai qu'il a fait aussi de grandes choses. C'était un homme politique et un magistrat, une personnalité très intéressante, mais en fait, on connaît comme ça la loi Goblet, mais sans plus en fait. Il n'est pas très très connu, alors qu'il a aussi œuvré beaucoup pour la défense il avait des convictions républicaines et démocratiques importantes, et il n'était pas très très connu. Donc cette loi Goblet qui date du 30 octobre 1886, alors elle fait partie elle n'est pas moins connue que d'autres lois, mais elle est très très importante. Et donc dans ces lois scolaires, c'est une loi scolaire quand même très très importante. Alors comme loi scolaire, on connaît bien sûr celle de 1881 qui a instauré la gratuité scolaire. On connaît celle de 1882 qui a établi l'obligation scolaire pour les enfants des deux sexes, et puis de 6 à 13 ans. Et donc cette fameuse loi de 1886 qui instaure la laïcisation du personnel enseignant. Alors dans cette loi, il n'y a pas que l'article sur la laïcisation qui est important, il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a 68. Donc je ne vais pas tous vous les énumérer, hein, ça serait fastidieux puis pas très intéressant. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns qui me paraissent quand même importants à connaître et savoir que ça vient de René Goblet, parce qu'on les connaît peut-être pas, mais on les connaît peut-être, mais on ne sait pas que ça fait partie de la loi Goblet en fait. Donc il y a eu d'abord l'article sur la laïcisation du personnel enseignant, c'est l'article 17. Et donc à partir de cette loi de 1886, l'enseignement va être confié exclusivement à du personnel laïque dans les écoles publiques. Mais faut savoir que donc cette loi a été votée en 1886, mais la laïcisation s'est faite très très lentement et très progressivement,
Pourquoi? Parce que notamment dans les écoles maternelles et les écoles pour filles, les enfants étaient essentiellement encadrés par des religieuses. Donc tout ce personnel, il va falloir le remplacer. Il va falloir non seulement le remplacer et en plus le former. Donc ça a mis du temps. Et d'ailleurs, la loi de 1886 prévoit aussi une réorganisation de l'école normale. Alors même si l'école normale date de 1879, il me semble, oui, c'est ça. En fait, pour les filles, bon, on prêtait guère attention à l'enseignement donné aux futures institutrices. Hein. C'est quand même plus important de s'occuper des instituteurs. Donc la loi Goblet va rétablir ça et former de vraies institutrices, surtout pour les filles, puisque les institutrices étaient dans les écoles des filles et les instituteurs dans les écoles des garçons. Donc avoir des instituteurs pour les garçons, puis des religieuses pour les écoles des filles, bon, c'est... Voilà. L'intérêt qu'on portait à l'enseignement pour les filles. C'était moins important. Alors, cet article 17 spécifie aussi quelque chose d'important. Je cite, « Dans l'école publique », et ça date de 1886, hein, avant c'était pas comme ça, hein, « toute image ou sentence pieuse doivent être enlevées. Le maître ne doit plus enseigner de préceptes chrétiens. L'instruction morale et civique remplace l'instruction religieuse. » Alors, donc ça c'était l'article 17 sur la laïcisation du personnel enseignant. Maintenant l'article 1. Alors, l'article 1 spécifie l'enseignement, c'est ce que je viens de vous dire, hein, est donné dans les écoles maternelles, les classes enfantines et les écoles élémentaires. Alors, ce qui est nouveau en fait dans la loi de 1886, c'est l'enseignement qui est donné dans les classes maternelles. Même si c'est en 1881, les écoles maternelles ont remplacé ce qu'on appelait les salles d'asile. Alors c'était, les enseignants la connaissent certainement, c'était sur une proposition de Pauline Kergomar, qui est une éminente inspectrice des écoles maternelles, qui a beaucoup œuvré pour la spécificité de l'école maternelle française, hein, qui est devenue vraiment une spécificité française, et qui a aussi beaucoup œuvré pour que l'école maternelle soit une école à part entière. Donc il y a cet aspect-là, et l'article 62 le précise. Je le cite, « Il ne sera désormais plus délivré de titres de capacité distincts pour les écoles maternelles. Ce seront des institutrices. Cette loi permet la véritable mise sur pied des premières écoles maternelles. » C'est vraiment là, en 1886, que l'école maternelle est devenue une véritable école. Il ne restait plus qu'à former les institutrices, en fait. Article 6. L'enseignement est donné par des instituteurs dans les écoles de garçons, par des institutrices dans les écoles de filles, écoles maternelles et classes enfantines. Hein. Les institutrices étaient pour les écoles de filles, les classes maternelles et enfantines. Article 11. Toute commune doit être pourvue au moins d'une école primaire publique. Article 14. L'établissement des écoles primaires est une dépense obligatoire pour les communes. Sont également des dépenses obligatoires dans toute école créée. Le logement de chacun des membres du personnel enseignant attaché à ces écoles. Donc vous voyez un peu la... Comment dire ça n'a pas été un progrès en fait, parce qu'à l'époque, tout enseignant public devait être logé dans l'école. Ensuite, eh bien, ça a été, on a vu ça, ça a été la prérogative que des directeurs ou des directrices d'école, et encore. Et maintenant, il n'y en a plus. Comme ça, ils ne sont plus logés dans les écoles. Les dépenses obligatoires aussi pour les communes sont l'entretien des bâtiments, l'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire, le chauffage et l'éclairage des classes, la rémunération des gens de service. Alors cette loi va définir aussi, redéfinir l'organisation de l'enseignement primaire. Elle renforce l'État dans cette organisation et fonctionnarise, ce qui est très important, les instituteurs. La loi de 1886 va aussi imposer une bibliothèque dans chaque école.
Alors ça aussi, on a vu une sacrée régression, hein, parce que... Et enfin, la loi Goblet a institué la fonction de DDEN. Alors, qu'est-ce que c'est un DDEN? C'est un délégué départemental de l'éducation nationale. Alors, c'est un bénévole qui est nommé par l'inspecteur d'académie. Il est membre de droit des conseils d'école et c'est quelqu'un qui est très attaché à l'école publique et à la laïcité. Et d'ailleurs, l'une de ses premières missions, c'est de veiller à ce que la laïcité soit respectée dans les écoles. Alors, je finirai le petit topo sur la loi Goblet par 2 citations de Goblet qui parlent de sa loi. Donc, je le cite. « Par cette loi, la République a pu achever la réforme scolaire et affirmer le droit de la liberté contre le privilège de l'Église. » Et deuxième citation de Goblet. L'école neutre assure pour l'avenir le triomphe définitif de la démocratie. Je trouvais que c'était des citations importantes et intéressantes. Et donc la troisième partie de mon petit topo, je vais vous parler de cette sépulture. Alors, vous voyez qu'elle n'est pas en très bon état. Alors, les alentours non plus ne sont pas en très bon état. Comment? Les alentours non plus. Oui, tout à fait. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Je vais juste vous présenter. Alors en fait, ça fait comme un enclos en fait. Hein, c'est un enclos funéraire. Et dans cet enclos funéraire, il y a 2 concessions à perpétuité. Donc il y a la première, vous voyez, qui est au fond là. Donc là, c'est écrit tout en haut. Enclos funéraire, donc c'est la famille Goblet-Courréjol et la famille Comté-Goblet. Alors la première concession fut acquise en 1861 par Joseph Goblet, qui est le père de René Goblet, et elle a été agrandie par René Goblet en 1870. Alors l'entrepreneur, on ne le voit plus, mais son nom est écrit tout en bas sur le socle, c'est Henri Patte, P-A-T-E. Alors l'autre, et puis ah oui, vous voyez aussi ce qui fait partie de la même concession. Alors là-bas c'est recouvert de lierre, mais vous voyez il y a deux petits encadrés de chaque part, de chaque côté. Et ça, ce sont aussi des sépultures. Enfin, c'est des petites stèles qui datent de 1902. Mais malheureusement, j'ai fait des recherches, mais on n'arrive plus trop à savoir. Et alors donc la deuxième concession, c'est celle-ci. Vous voyez, celle qui est en forme de sarcophage. En fait, c'est la deuxième concession. Et ça, c'est la famille Comté-Goblet. Voilà. Alors, j'ai fait... je suis allée aux archives départementales parce que comme vous voyez, tout est effacé en fait. Ils ont restauré simplement le nom de René Goblet. Mais sinon, on arrive à lire certains mots, mais vraiment tout est effacé. Donc aux archives départementales, j'ai retrouvé tout ce qui était écrit sur la sépulture. Donc c'est écrit donc, tout en haut, famille Goblet et Courréjol. Alors en premier c'est écrit repose Joseph Goblet. En dessous, vous voyez où c'est écrit Monsieur Marie René Goblet. Donc ça c'est René Goblet. Et en dessous c'est écrit ancien avocat et bâtonnier, ancien procureur général, ancien maire d'Amiens, ancien président du conseil général, ancien député de la Somme et sénateur, ancien ministre et président du conseil, né à Aire dans le Pas-de-Calais le 26 septembre 1828 et décédé à Paris le 13 septembre 1905. En dessous, il y a le nom de son épouse, Delphine Courréjol. C'est écrit veuve de René Goblet. Elle est décédée le 8 janvier 1918. Et sous Delphine Courréjol, il y a est aussi enterrée ici la sœur de René Goblet, qui s'appelle Marie Goblet, née à Douai le 13 mai 1836 et décédée très jeune à Amiens le 6 avril 1854. Alors de l'autre côté, vous voyez, là il y a René Goblet et juste à côté il y a d'autres inscriptions. Et là en fait c'est la famille Courréjol, c'est-à-dire la belle famille de René Goblet, le père et la mère de sa femme. Donc c'est écrit donc, pour son beau-père, Louis Théobald Courréjol, directeur des postes, chevalier de la Légion d'honneur,
né à Paris le 1er octobre 1807 et décédé le 20 mars 1870. Alors, sur le sarcophage, c'est écrit ici, vous voyez là, juste devant, c'est écrit « Concession à perpétuité ». Donc c'est la famille Comté-Goblet. Alors j'ai recherché aux archives quel était le lien de parenté Comté-Goblet. J'ai pas du tout trouvé. La seule chose que j'ai retrouvée, c'est que c'était... Attendez, où est-ce que j'ai mis ça? C'était un capitaine et qui habitait à Paris. Mais j'ai pas retrouvé le lien de parenté avec Goblet. Mais en tout cas, c'est la deuxième concession. Là, c'est 1870 et là, c'est 1875. Que vous dire d'autre? Il y a une croix, là. Hein, ah oui, alors, et je pense que ça doit être celle-ci, de ce que j'ai vu aux archives. Vous voyez, là, il y a une autre sépulture, là, juste ici. Et là, serait inhumée dans le caveau des Gobelets une femme célibataire de 66 ans, qualifiée de domestique ou amie. Elle s'appelle Éléonore Miennet. Elle est née à Aire, comme René Goblet, en 1803, et décédée à Amiens le 4 mai 1871. Et elle habitait chez les Gobelets. En fait, elle faisait pas partie de la famille, mais elle faisait quand même partie... elle a toujours habité avec eux, en fait. Alors, cet enclos funéraire, alors vous voyez, il n'est pas en très bon état, mais ça a été pire. Hein. Il a failli, à un moment donné, il a failli tomber. Enfin, il était dans un état épouvantable. Et en fait, il a été restauré et retrouvé d'abord et restauré par Raymond de Gilman. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est la présidente de l'association des Amis de la Madeleine. Alors, je vous montre, j'ai retrouvé une photo aux archives départementales de l'état, c'est pas très vieux, hein, de l'état de cette sépulture en 1999. C'était dans cet état-là, en 1999. Quand on dit elle a retrouvé, c'est que bientôt, oui, on voyait plus rien en fait. Hein. Donc, Et on sait pourquoi, vu compte tenu de l'importance du personnage historique et de l'implication qu'il a eu dans les lois qui font de la laïcité, pourquoi cette tombe était si peu entretenue? Eh bien, tout simplement, c'est vrai que par rapport aux deux précédentes, alors le cimetière de la Madeleine, d'abord il est classé monument historique, c'est pas très, en 1995, donc ça fait 28 ans, hein, c'est pas si vieux. Et le cimetière est classé monument historique et certaines sépultures sont classées monuments historiques. Donc, notamment, j'ai noté hein, quelques... la tombe de Jules Verne, la tombe de Jules Barny, la tombe de Frédéric Petit, la tombe de Victor et Victorine Autier, Émile Riquier. Tout ça, ce sont des sépultures qui sont classées monuments historiques. Donc, il les restaure, c'est l'État qui intervient pour restaurer. Malheureusement, j'ai pas trouvé, en tout cas aux archives, je pense que la sépulture de René Goblet n'est pas classée au monument historique. En plus, c'est un homme qui n'a pas de descendance. Donc, heureusement que cette association a été là pour justement la restaurer, sinon... Et voyez, et en fait cette association, elle date de 1985 je crois, et la dame qui en est présidente est devenue assez âgée. Alors je crois que l'association existe toujours, malheureusement ils sont moins actifs en fait, et c'est dommage parce que s'ils ne restaurent plus, ben voilà. Alors il y a une preuve qu'elle a été restaurée, c'est écrit là, vous voyez. Une plaque. Voilà, là c'est écrit. Ce monument a été restauré par les Amis de la Madeleine. Il y a juste une plaque ici. Voilà. Alors c'est une. Alors oui, c'est une. Alors à l'heure actuelle, maintenant, à l'époque, oui, à l'époque, une concession à perpétuité, c'est vraiment toute la vie. Maintenant, je crois, à l'époque, maintenant, c'est 90 ans maintenant. Oui, les mairies, elles doivent... Mais, ouais. Donc, je vais vous citer Madame Gilman, quand ils ont découvert l'état accablant de cette sépulture. Donc, Madame Gilman disait...
Voici le triste spectacle de la tombe de René Goblet, effondrée dans un état d'abandon et bientôt de ruine. En 2003, Madame Gilma dit « Cela fait 3 ans que nous demandons de faire la restauration de la sépulture de René Goblet et nous ne sommes pas autorisés car la tombe n'est pas reprise par la ville. » Parce que non seulement c'est une association qui est quand même reconnue par l'État, ils ont des subventions, mais il faut aussi, en fait c'est des démarches administratives, il faut une autorisation de la mairie, etc. Et en fait il laissait traîner. Alors malgré tout, l'association, comme je vous dis, a réussi à la restaurer, donc la petite plaque le prouve. Et quand je suis allée aux archives départementales, alors comme je sais plus, je connais pas encore l'activité de cette association, mais pendant de très nombreuses années, ils publiaient chaque année au mois de janvier une revue juste après leur assemblée générale pour décrire justement leur rapport d'activité, tout ce qu'ils avaient fait. Et c'est très intéressant. Alors, il y en a une 60aine, j'en ai lu que 12. J'ai pas eu le temps de tous les lire. Mais c'est très très intéressant si vous avez l'occasion de les lire. Et ils expliquent tout le cheminement des restaurations, ce qu'ils ont décidé de faire comme restauration cette année, quelles ont été justement les difficultés pour obtenir l'autorisation, toutes les démarches. Et vraiment, c'est un sacré travail et c'est très 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 intéressant. Et donc dans ces revues, je vais vous citer comme ça, c'est succinct puis ça précise bien en fait le rôle de cette association. Alors dans la revue, donc la présidente rappelle les statuts et elle explique l'objectif de leur association en fait. Alors leur objectif c'est de protéger, préserver le site, le valoriser en le faisant connaître et aimer mettre en valeur le patrimoine funéraire en y apportant le cas échéant et selon nos moyens des restaurations durables et appréciables. Les critères de notre choix de sauvetage d'une tombe sont le fruit d'une réflexion qui n'a pas d'autre but que de pérenniser le site reconnu exceptionnel que constitue le cimetière de la Madeleine. Il ne s'agit pas que de débroussaillage uniquement, qui est souvent la condamnation de la tombe s'il n'est pas suivi immédiatement de travaux et de restauration sérieuse. Alors donc comme je vous disais, cette association est reconnue par l'État, donc par le ministère de la Culture, et le Conseil général lui accorde une subvention pour son fonctionnement. Alors comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas quelles sont exactement leurs activités actuellement, mais il faut savoir quand même qu'en une vingtaine d'années, cette association a réussi à restaurer une trentaine de sépultures au cimetière de la Madeleine. Et c'est important parce que donc, des tombes qui sont reconnues monuments historiques, on les restaure et malheureusement une sépulture comme René Goblet, non. Donc voilà, donc je conclurai en disant que rien que quand on est venu la première fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, on est venu repérer les sépultures, il n'y avait pas tout ce lierre. Et en quelques mois, tout a été... Et encore, moi, quand je suis venue, j'ai pas le droit, mais j'ai enlevé un peu le lierre. Il y en avait partout, c'était... et donc, oui, quand je vois une sépulture comme ça m'attriste un peu parce que je trouve que les sépultures, les épitaphes dans un cimetière, c'est un peu des témoignages de l'histoire en fait. Et quand c'est pas entretenu, que même ça peut être complètement, ça peut disparaître et que on voit plus rien, plus d'écriture, plus d'épitaphe, c'est un peu, c'est comme si on détruisait un peu notre histoire commune. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire. Merci Valérie. Donc on va se rendre à la dernière tombe, celle de Charles Follet. On n'a plus à monter, on va redescendre un petit peu. Et vous allez voir, bon celle-là est endommagée, je pense que l'autre l'est aussi. Mais en plus elle est toute petite. On va vers le mieux entretenu.
Et d'une certaine manière, c'est effacer un peu ce qu'il a fait, et l'importance qu'il a eu dans l'élaboration des lois de 1905. C'est pas politique. Absolument. Hein, toute la préparation, c'était. On retient l'étape juste avant de Ferry, et on oublie complètement l'étape suivante qui a été la mise en œuvre. Mais tu as raison, on parle plus de Ferry que de René Goblet. Alors que René Goblet, quelque part, il a beaucoup plus œuvré pour l'école déjà, tu parlais publique. des instituteurs, la formation des instituteurs et des institutrices dans un cadre laïque. Ça se met en place là, quoi. Absolument, Mais moi, absolument. je me souviens- Bien après Ferry, en fait. Ce que tu racontes, par exemple, mon père, il a été instituteur dans son village parce que l'instituteur était. Les Allemands sont venus le rechercher pour travailler obligatoire. Donc mon père, qui avait 19 ans, qui avait eu son bac il y a quelque temps, il m'a dit vous allez faire l'institut. Et quand il est rentré dans la classe, il m'a dit j'ai décroché le Christ. Parce qu'il n'avait pas été décroché. Toi, ça m'avait intéressé, c'est quand tu as dit à un moment donné par rapport aux inscriptions. Et je me suis dit, quand dans un bâtiment, tu avais préalablement, c'était une salle paroissiale, il devait y avoir une inscription.